donc aujourd'hui, je me suis dit que ça serait intéressant de parler du modèle des business schools à la française. Alors la question numéro 1, c'est y a-t-il un modèle? Je pense personnellement qu'il y a un modèle qui s'est créé en 25 ans. Et à 25 ans, une école de commerce en France, c'était souvent une subdeco. Elle travaillait sur un marché franco-français. Mais à partir de 98, à partir du moment où HEC a commencé à vraiment s'intéresser à l'international, avec en 95 un livre fondateur qui s'appelait L'école des managers de demain, qui a été publié par Bernard Ramanantsoa avant qu'il devienne directeur d'HEC. À partir de ce moment-là, il y a eu vraiment un intérêt pour l'international et pour créer un modèle de French Business School. Alors le modèle au départ, c'est de se dire que la French Business School, l'école de commerce à la française, c'est l'école qui est très centrée sur les stages, sur l'entreprise, qui a été fondée par des chambres de commerce et qui finalement n'a pas forcément une vision de recherche importante, et même souvent n'en a aucune. Et à partir de 95, 98, 2000, il devient important de faire de la recherche et de devenir ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin ce qu'on appelle aux États-Unis, une research school. Ça veut dire qu'il faut embaucher des enseignants, des professeurs, des enseignants-chercheurs, adjoindre à ce qu'est la business school française de l'époque et qui est toujours sa force, un très très fort rapport avec l'entreprise, un côté recherche important pour pouvoir tout simplement lutter avec les grandes business schools mondiales, Harvard bien sûr, mais la Bocconi à Milan, l'ISE et toutes les grandes écoles espagnoles qu'on connaît. Et ce modèle, il a petit à petit été créé. On va dire que Bernard Ramanantsoa, le patron d'HEC, qui va bientôt quitter son poste, en est vraiment le porte-parole en France. Et la plupart des écoles l'ont suivi. On va dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 17 écoles qui rentrent dans ce modèle-là, et 17 qui sont classées par la Financial Times et qui bénéficient des accréditations ACSB, AMBA et la troisième, évidemment, EQUIS. Alors j'avance. Pour revenir à l'international, c'est un sondage qui a été fait l'année dernière par EM Strasbourg, qui était sur la question ce que vous attendez d'une grande école et qui était posé aux élèves de prépa. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais la première demande, à plus de 62%, c'était de vous projeter vers l'international. Il y a une vraie demande prépondérante des élèves de prépa et de tous les élèves qui vont dans les business schools d'aller vers l'international. On voit la même chose sur les bachelors, on voit la même chose sur les écoles post-bac. Aujourd'hui, l'intérêt d'une business school éminent, principal, pour un élève qui va faire les concours, c'est de pouvoir travailler à l'international. Donc, c'est devenu un impact phénoménal pour ces écoles d'être sur ce marché-là, avec évidemment un nombre de contraintes importantes, sachant que pour être présent sur ces marchés-là, il faut forcément avoir un bon réseau, avoir des accréditations, avoir des bons étudiants, des bons professeurs. Enfin, tout ça, c'est un écosystème qui s'est mis en place petit à petit en 15-20 ans et qui aujourd'hui est efficace. Vous voyez que les autres demandes, c'est un emploi assuré, enfin, des choses plus classiques, un diplôme. Mais vraiment, l'EM Strasbourg avait montré l'année dernière que l'international était la première demande des élèves de prépa. Et encore une fois, c'est la première demande de tous les élèves. Alors, c'est pas très compliqué celle-là. Est-ce que c'est les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Allemagne? Donc, je vous laisse quoi? Alors, il y a 10-20 secondes pour répondre, c'est ça? Vous pouvez voter avec Wisely, envoyer vos réponses et elles s'afficheront à l'écran et ça permettra à Olivier de reprendre. Voilà. Alors, la question n'est pas très compliquée, la réponse est plus intéressante parce que ça mérite des commentaires. C'est vrai qu'on est entré sur un marché mondial de l'éducation où on a à peu près aujourd'hui, on va dire, 4 millions d'étudiants qui tous les ans se baladent dans le monde. 4 millions, c'est énormissime. Alors là-dessus, à peu près la moitié sont des étudiants asiatiques et au moins plus de 30% des Chinois. Les chiffres ne sont pas toujours très clairs. Alors la France, ce n'est pas le pays où les étudiants asiatiques vont le plus, ils vont d'abord aux États-Unis, puisque la moitié des étudiants étrangers aux États-Unis sont asiatiques et 30% sont chinois. Mais la France est maintenant, dans peu de temps, la Chine sera le principal pays d'où proviendront les étudiants étrangers en France et va dépasser sans doute l'année prochaine le Maroc. Alors la réponse, le sondage avance. Je découvre la technologie du sondage qui est assez sympa. Bon, alors évidemment, ce sont les États-Unis,
puisque 18% des étudiants internationaux vont aux États-Unis, loin devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette proportion d'étudiants internationaux aux États-Unis reste relativement faible par rapport à la population étudiante américaine. C'est-à-dire que 4% simplement des étudiants des américains viennent de l'étranger, alors que c'est 12% en France et 18% en Australie. Donc en fait, les États-Unis attirent énormément d'étudiants, mais finalement dans une proportion relativement faible par rapport à leur population étudiante, et ils vont être concentrés dans quelques grandes universités très connues et ne vont pas essaimer sur tout le territoire. Donc il y a encore un énorme potentiel de progression des étudiants étrangers aux États-Unis, de par ce fait, sachant que, mine de rien, après des années un peu de baisse, les États-Unis sont redevenus le pays le plus attractif dans le monde, en dépit de l'augmentation des frais de scolarité, qui sont évidemment très chers, comme vous le savez, mais le pouvoir d'attractivité des États-Unis reste important. Donc voilà, là on voit les flux. Donc des flux qui vont d'abord vers les États-Unis et qui viennent d'abord de Chine. On voit que vraiment c'est assez marquant comment la Chine est le pays exportateur numéro 1. On pense que dans 10-15 ans, l'Inde sera au même niveau, au niveau des étudiants de master. Il y aura autant d'étudiants de master qui partiront à l'étranger d'Inde que de Chine. On voit vraiment une carte de l'étudiant migrateur qui va d'abord aux États-Unis, qui va beaucoup en Australie. Ensuite, on a le Royaume-Uni, bien sûr, et l'Allemagne et la France qui se tiennent à peu près dans les mêmes proportions. Et l'enjeu de faire venir ces étudiants est énorme. Mais il ne s'agit pas simplement de faire venir ces étudiants, il s'agit de faire venir les meilleurs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en caricaturant, on peut avoir des promotions de 80% d'étudiants chinois qui vont se retrouver entre eux. Ça ne sera pas bien pour eux parce qu'ils ne verront pas vraiment le pays dans lequel ils sont. Ça ne sera pas bien pour l'institution parce qu'il n'y aura pas ce mélange des nationalités qui fait la force des business schools. Donc il faut trouver le moyen d'attirer des étudiants de tous les pays et de faire des promotions dans lesquelles on va retrouver étudiants brésiliens, chinois, vietnamiens, congolais, de tous les pays du monde. Et c'est une des problématiques des business schools aujourd'hui, d'aller chercher ces étudiants à l'étranger, de les recruter, et elles dépensent beaucoup d'argent pour ça aussi. Mais d'un autre côté, c'est aussi rentable d'avoir ces étudiants qui permettent non seulement de faire monter en puissance ces business schools, mais aussi de faire vivre leur côté international. Alors j'avance. Donc voilà, je disais un modèle français, alors qui est vraiment symbolisé par HEC. Quand j'ai commencé à faire des classements des business schools il y a une vingtaine d'années, HEC, l'ESSEC, le SCP, il y avait quand même un vrai combat entre elles pour être la meilleure. En quelques années, HEC s'est vraiment détaché avec un modèle vraiment mondial et la capacité à être non pas une des meilleures françaises, mais une des meilleures du monde. On le voit dans tous les classements. HEC a été premier, en général elle est deuxième dans les classements des business schools du Financial Times, classement européen. Mais dans les classements plus globaux des masters en management, elle va arriver dans les tout premiers mondiaux. Il y a vraiment un modèle HEC qui a été suivi par l'ensemble des business schools, avec le modèle d'être à la fois une institution de recherche, de faire énormément de stages, de faire l'année de césure, qui est devenue une des marques des business schools. À HEC, tous les étudiants font une année de plus de césure en entreprise. Tout ça, c'est le modèle de la business school à la française, et ce modèle, il est en train d'essaimer dans le monde. J'étais il n'y a pas longtemps à Barcelone pour visiter les locaux de Toulouse Business School à Barcelone. Les étudiants barcelonais qui étaient venus là, c'est parce que dans leur faculté de gestion, certes excellente, il n'y avait pas de stage, il y en avait très peu. Ils avaient vraiment envie de rencontrer, d'aller dans une business school qui leur permettait, alors c'était dans le cadre d'un bachelor en l'occurrence, d'aller vraiment à la rencontre des entreprises. Ça, c'est le modèle de la business school à la française. Et si vous y mettez en plus un effort de recherche, des professeurs permanents, un corps professoral important, des professeurs étrangers, on va être à HEC à plus de 70% de profs étrangers, à l'ESCRN qui est la plus grande de ce point de vue-là, à plus de 80%. Si vous mettez tout cet écosystème, vous arrivez à avoir des business schools vraiment ouvertes sur le monde et c'est leur force principale. Voilà, merci. Pour reparler du modèle, là on voit que 68 écoles dans le monde détiennent ce qu'on appelle la triple accréditation, c'est-à-dire il y a 3 grandes accréditations dans le monde, EQUIS qui est européenne, ASISB qui est américaine, et AMBA qui est britannique, et qui est uniquement pour les MBA, enfin elle est aussi pour les masters, mais on va dire que quand on parle de triple accréditation, on parle de celle pour les MBA.
Sur ces 68 écoles dans le monde, 11 sont françaises. C'est-à-dire que dans le top 70, on va dire, de ces triples accréditations, il y a 11 françaises. Et dans le top 70 ou 80 du Financial Times sur les masters ou les business schools, entre 17 et 19 sont françaises. Donc on a vraiment une grande force. Accréditation ETWIS dans le monde, les plus grands pays accrédités, c'est la France, la Grande-Bretagne et la Chine maintenant, qui est en train de rejoindre. C'est une accréditation européenne à la base, mais qui est en train d'essaimer dans le monde. On va dire que vraiment, le modèle français a fait école. Alors c'est vrai qu'après, on constate aussi que les business schools françaises sont parmi celles qui sont les plus friandes d'avoir ces accréditations, qui ont l'avantage de vous permettre d'être reconnus dans le monde. Aujourd'hui, plus ça va, plus on dit je vais travailler avec d'autres écoles, d'autres business schools accrédités. En Russie, par exemple, pour avoir des subventions de l'État, il faut avoir des accréditations ou être bien classé dans les classements de Shanghai ou ailleurs, pour les universités qui sont aujourd'hui aidées par le gouvernement russe. Il y a vraiment un effet, dis-moi qui tu travailles, je te dirai qui tu es. Et c'est vrai que d'un autre côté, on va dire que c'est pas toujours facile à faire, parce que ces accréditations, tous les pays en ont pas. Par exemple, en Allemagne, il n'y a pas énormément de business schools accrédités. Donc c'est vrai que quand on travaille à des business schools allemandes, c'est très intéressant, elles ont de très bonnes valeurs, mais elles sont moins accréditées que les business schools britanniques, françaises, espagnoles, qui elles sont vraiment entrées de plein pied dans cette compétition mondiale pour attirer les meilleurs. Et pour attirer les meilleurs, les accréditations sont une preuve. Si vous allez dans une école ETWIS à SCSB, vous savez que vous avez au moins un niveau suffisant, d'un nombre de profs permanents suffisant, un environnement important en termes de ressources pédagogiques. Donc c'est vrai que ces accréditations sont hyper importantes. Les perdre, c'est un drame. Il y a quelques années, l'ESSEM à Tours-Poitiers avait perdu ETWIS. Aujourd'hui, l'ESSEM a quasiment disparu. C'est vrai qu'il faut les avoir et il ne faut pas les perdre. Et ça, c'est une autre paire de manches, parce qu'il faut faire ses preuves, mais il faut aussi garder pendant des années le niveau qu'on a obtenu avec ces 3 grandes accréditations, où vous voyez qu'elles sont aujourd'hui, sur les 3 grandes, c'est essentiellement l'Europe qui est intéressée. Aux États-Unis, ils ne sont pas très intéressés par ETWIS et SCSB leur suffit. Et Harvard n'a aucune accréditation. Harvard Business School n'a aucune accréditation. Ils s'accréditent très bien eux-mêmes. Peut-être poser une deuxième question. Alors c'est une question plus large, qui est plus piège. C'est en Europe, dans quel pays y a-t-il le plus de diplômés de l'enseignement supérieur? L'Irlande, la Suède ou l'Italie? Pour revenir un peu à ce qu'est aujourd'hui l'enseignement supérieur, vous savez que l'objectif est d'amener 50% d'une classe d'âge dans les 10 ans à avoir un diplôme dans l'enseignement supérieur. En France, on est à peu près à 42%. Un certain nombre de pays sont au-dessus, d'autres en dessous. L'Allemagne, par exemple, est en dessous, puisque en fait, avec le système dual fondé sur l'apprentissage, c'est un des pays d'Europe qui finalement plafonne en nombre d'étudiants dans